à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle quotidienne. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, Duke nous emmène à la rencontre d'un sculpteur du pays, Ricardo Pouaoui, qui a la particularité de sculpter des cornes de cerf. Ce sera tout à l'heure dans C'est bien de chez nous. Puis avec Anna, on va s'en payer une bonne tranche puisqu'aujourd'hui elle s'occupe de nous, elle nous parle du yoga du rire. Et enfin, nous passerons à table avec une recette qui a l'air très délicieuse, la cuisse de volaille farcie au foie gras. Et pour finir, Marie-Hélène nous emmènera dans un atelier théâtre à Koumak. Avant, je reçois notre invité du jour. Et je reçois aujourd'hui Monsieur Sam Moinlaoupio, directeur du Centre culturel de Pomémie à Koné. Bonjour Monsieur Moinlaoupio. Bonjour Chloé. Alors, vous êtes là ici aujourd'hui pour nous parler un petit peu des événements phares qui vont rythmer le reste de la saison artistique et culturelle du Centre culturel. On va parler principalement là d'une exposition, l'exposition Cycle qui a été qui a ouverte en fait. Le vernissage a eu lieu donc c'était le 11 juin dernier et qui va durer jusqu'au 28 août. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette exposition? Oui, effectivement, donc c'est une expo en fait concoctée spécialement par le Centre culturel Pomémie. Donc le but aussi, donc c'est de valoriser la nouvelle salle d'expo, donc la salle d'exposition Astrid Ounine qui a été inaugurée l'an dernier. Et donc dans cette expo, on valorise en fait les arts visuels en général. Donc on y trouve à l'intérieur la sculpture, de la vannerie, de la peinture, de la sculpture sur bois, sur pierre à savon. Et cette année, spécialement, on inclut l'écriture avec le slam et la poésie. D'accord, donc la poésie avec Noëlla Poémate et le slam avec Jean-Yves Meuric. C'est ça. Et donc en fait, c'est une exposition, enfin tout ce qui est exposé, ce sont une vingtaine d'artistes, toutes communautés confondues, qui sont tous originaires du Nord, qui ont participé donc à cette exposition. C'est un rendez-vous annuel en fait, c'est ça? Oui, effectivement, donc c'est la deuxième en fait édition de cette expo. C'est la continuité de l'expo qui a été conçue l'an dernier lors de l'inauguration. Et donc là, on valorise en fait tous les artistes de la province Nord. L'an dernier, nous avons mis en place des résidences artistiques pour justement préparer cette expo-là. Cette année, on est parti sur un appel à projet. Et donc là, on retrouve différents artistes qui nous proviennent en fait de différents horizons de la province Nord. D'accord. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns des artistes qui ont participé à cette expo? Oui, on a Patrick Théambouitch de Puebo, par exemple, qui sculpte de la pierre à savon et qui cette année apporte une œuvre d'art particulière où il mêle le bois et la pierre à savon. On a par exemple pour la vannerie Théimbert qui nous vient d'Oudjo, de Vaud, qui mêle en fait la matière plastique avec tout ce qui est feuilles de cocoutier. Voilà, oui, donc c'est vraiment c'est une expo à découvrir parce qu'il y a vraiment des œuvres exceptionnelles. D'accord, très bien. Donc cette exposition, on le disait, est visible jusqu'au 28 août. C'est ça. D'accord. Et puis évidemment la fête de la musique à Koné, qui a eu lieu, donc c'était du 16 au 19 juin dernier, avec un grand final le samedi 20 juin avec un invité exceptionnel, Stan Force du Vanuatu. Et puis des rendez-vous qu'on a l'habitude aussi de voir, mais on va en parler, comme par exemple le mercredi musical ou encore les plateaux musicaux. Qu'est-ce que c'est alors ces rendez-vous? Donc pour cette partie de la musique, on valorise en fait la musique en général, mais nous avons en fait conceptualisé différentes formules. On a les grandes formules avec des artistes nous venant de l'extérieur et des plateaux avec des petites formules plutôt, genre rendez-vous musical avec 2 artistes locaux. Donc on a les jeunes pousses et on a les confirmés. Donc le but aussi c'est de valoriser la nouvelle scène parce que nous avons une scène fixe qui a aussi un espace qui pourrait accueillir jusqu'à 800 personnes au niveau du public. Donc voilà, l'idée c'est de valoriser les groupes et donner aussi l'opportunité au public, au grand public de découvrir les jeunes groupes ainsi que des groupes internationaux. Voilà, comme Stan Force on se disait, et puis des groupes de partout, pas forcément du Nord forcément, mais en tout cas des groupes locaux aussi qui sont invités donc à cette occasion. Et puis
puis il y a également des formations, des ateliers qui sont proposés tout au long de l'année. Avec des ateliers également pour les vacances, des ateliers théâtre, des ateliers musicaux, et puis des formations, on disait par exemple une formation photographie. Effectivement, donc pour la partie photographie, c'est une pratique qui s'est développée, qui a repris en fait son cours l'an dernier. Donc nous avons eu l'an dernier, on va dire, de la photo plutôt artistique avec Thierry Mangin, et cette année, suite aux demandes du public, en fait, on a prévu donc une formation plus technique de photographie en fait avec Jules Maloko. D'accord, Jules Maloko qu'on a eu l'occasion d'aller filmer plusieurs fois, qu'on salue. Alors c'est une formation qui est proposée donc en partenariat avec le Centre culturel de Vaud également. Une formation sur 4 semaines, donc dispensée par Jules Maloko, on le disait. Destinée à tout le monde, que ce soit des photographes amateurs ou professionnels qui veulent donc justement se professionnaliser, se perfectionner, donc apprendre à utiliser un appareil photo professionnel, de la création jusqu'à l'exposition des œuvres. Et donc si vous voulez assister à cette formation, il faut absolument s'inscrire. Donc les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er juin et ce jusqu'au 24 juillet pour 4 sessions. Donc du 24 au 28 août, il y aura également une session du 14 au 18 septembre, du 5 au 9 octobre et du 2 au 6 novembre. Voilà, avec Jules Maloko. Et puis pour finir, un événement important, le festival de danse Chinatown. Effectivement, donc on arrive à la 5e édition du festival Chinatown. Le concept est de valoriser en fait la danse traditionnelle kanak et on demande à ce que les 17 communes de la province Nord participent avec justement en proposant une troupe représentative de leur propre commune. L'idée aussi c'est justement de voir ce qu'il en est de la danse traditionnelle kanak et aussi voir quel est l'avenir en fait de cette danse, de cette pratique, tout en sachant qu'on a la danse contemporaine, on a la danse urbaine. Donc voilà, comment faire en sorte à ce que nous travaillions avec ces différentes pratiques. Voilà. Alors ça aura lieu en septembre, le 26 septembre exactement. C'est ça. Ce sera dans le cadre du mois du patrimoine. Effectivement, oui. Donc on l'a dit, c'est la 5e édition. Là aussi, c'est un événement porté par les 2 centres culturels de Vaud et de Caunet. Voilà, donc il y aura également donc un petit clin d'œil, on va dire, même bien plus qu'un clin d'œil, donc pour les 40 ans de Mélanésia 2000. Donc il y aura une journée, ça commencera à 8 h ce jour-là, avec des différentes animations autour de la danse, des ateliers vivants, et puis donc en rapport avec Mélanésia 2000, une exposition, également des projections qui seront proposées. Et donc danse nocturne, pourquoi? Parce que les danses, c'est le soir qu'on les voit surtout, de 18 h à 23 h, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc je vais juste rappeler en fait les différents partenariats que nous avons pour justement cette manifestation. Donc là, pour marquer l'exception, en fait, nous travaillerons directement avec la DCK, avec le département recherche et patrimoine. Nous travaillerons aussi avec le centre culturel Chibao, plutôt le centre culturel Guamabara de Yanguen, parce que ce sont les 2 porteurs en fait de ce projet, et on aura aussi les autres opérateurs culturels de la zone, de la province Nord. Voilà. Donc ce concept par rapport à Chinatown, danser la nuit, c'est un concept qui est, on va dire, qui est propre à la région de Bandé, où en fait la danse, il y a une danse particulière qui se fait la nuit, mais c'est propre aux gens de Bandé. Donc on a demandé, on a entrepris des démarches pour pouvoir avoir l'autorisation de prendre ce titre et de le mettre sur cette voie là, c'est ça. Et donc je remercie en même temps en fait les autorités coutumières, les autorités administratives qui nous ont permis de faire en sorte à ce que voilà, cette organisation soit parfaite pour le 26 septembre. D'accord, le rendez-vous est pris pour le 26 septembre. Alors un numéro de téléphone si vous voulez plus de renseignements et puis également pour les inscriptions, pour les ateliers si vous êtes intéressé. Ce numéro va s'afficher, c'est le 47 11 06, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Samuel Aoupio, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et nous on rejoint Falaï pour l'agenda, c'est tout de suite.
Salut Falaï. Salut Chloé, bonjour à tous. Alors on en parlait déjà hier, il s'agit du festival de la foi qui ne se déroule pas que dans la commune de la foi. Il se délocalise aussi bien dans d'autres communes de la province sud, mais aussi aux îles et dans le nord. Et justement, dans le nord, demain, mercredi 1er juillet, vous seront proposées 2 projections de films au Conservatoire de musique de Koné. Le premier s'intitule Bande de filles. Donc c'est un film de Céline Sciamma, si c'est comme ça qu'on prononce. Et il sera projeté à 15h. Ensuite, à 18h, Swim, Little Fish Swim de Ruben Amar et Lola Bessis vous sera donc proposé. Donc on le rappelle, c'est demain, mercredi 1er juillet, au Conservatoire de Koné à partir de 15h. Et pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 47 30 33. Très bien, et on continue donc en province nord avec du sport. Oui, avec les Jeux intercommunaux plus exactement. Eh bien, il y a plusieurs dates concernant ces rencontres. Le 11 juillet, ce sera la commune de Vaud de recevoir ces Jeux intercommunaux. Yehen prendra le relais le 13 juillet et la commune de Koné le 18 juillet au stade Yoshida. D'accord, c'est ouvert à tous ? Alors, ces jeux sont réservés au public de 7 à 18 ans. Vous pourrez défendre votre commune, soit au football, soit au volley ou encore au cricket. Et si vous voulez y participer, inscrivez-vous rapidement auprès de l'animateur de votre quartier ou de votre tribu qui vous donnera en fait la liste des papiers à fournir. D'accord, très bien, c'est noté. Et sans transition maintenant, alors on retourne à Koné encore une fois pour du cinéma là cette fois. Oui, il s'agit d'un concours en fait lancé à l'occasion du festival Coup de Ciné organisé par Connexité. Alors une petite parenthèse pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet événement, c'est un festival annuel de cinéma qui se déroule sur la zone VKP aux environs en fait de fin novembre, avec au programme des projections de films, des spectacles et des ateliers. Voilà. Et donc ce festival a pour habitude de commencer en lançant un concours de court-métrage et cette année les consignes sont les suivantes, il faut bien écouter. Alors votre court-métrage devra durer au maximum 6 minutes, générique compris. Il faut qu'il y ait une scène avec un travelling et un passage avec de la musique et de la danse. D'accord, c'est précis. Alors comment ça se passe pour les inscriptions? Alors les inscriptions sont ouvertes depuis le 10 avril et déjà, et vous avez encore jusqu'au 2 novembre 2015 pour remettre vos œuvres. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez vous rendre directement sur leur site internet www.couteciné.weebly.com où vous trouverez d'ailleurs le règlement du concours. D'ailleurs, à ce sujet, l'association Connexité lance également un appel à bénévoles. Oui, alors Chloé, ce festival a besoin d'un coup de main pour la mise en œuvre du projet et donc elle recherche ces bénévoles. Et si vous voulez aider, participer à l'organisation de cet événement, vous pouvez les contacter par mail au couteciné@yahoo.fr. Très bien. Et on poursuit avec un spectacle humoristique en province sud. Oui, alors le jeune humoriste Kev Adams donnera son spectacle samedi 18 juillet à la Reine du Sud à Païta à partir de 20h. Kev Adams qui est en Calédonie. D'accord, très bien. Et alors, on va clôturer maintenant cet agenda avec encore un appel par contre là qui vient de l'ADSBNC. Oui, on en reparlera encore dans la semaine, bon, ben, c'est important. L'ADSBNC, c'est quoi? C'est l'association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie. Alors, ainsi que le CHT alerte la population calédonienne et appelle toute la population à donner son sang. Alors, il faut se rendre au pied des tours du Pacific Arcade. D'accord. Voilà, juste à côté de l'hôpital, Gaston Bourré. Oui. Voilà. Donc, c'est ouvert du lundi au jeudi de 7h15 à 14h et les vendredis et veille de jour férié de 7h15 à midi. Et pour éventuellement plus de renseignements, vous pouvez joindre le numéro gratuit qui est le 05 51 00 ou bien le 25 66 61. Très bien, merci beaucoup Falaï, on te retrouve demain pour l'agenda également. Au plaisir Chloé, allez salut à tous. Et nous on retrouve tout de suite Duke, c'est bien de chez nous, ça commence tout de suite. Salut Duke, alors aujourd'hui on parle un peu artisanat.
Bonjour Chloé, bonjour à vous à la maison. Alors Chloé, aujourd'hui, dans notre rubrique C'est bien de chez nous, on va tenter de rappeler un petit peu aux gens du pays qu'ici, on a en abondance de la matière naturelle, des matières premières qu'on trouve gratuitement au bord de nos plages, au bord de nos routes, dans nos forêts. Et puis ces matières-là, elles sont facilement exploitables dans la production d'objets artisanaux. D'accord. Alors on parle beaucoup d'artisans ici au pays, mais c'est quoi exactement un artisan? Alors Chloé, un artisan, c'est une personne qui va exercer une activité ou un art manuel et qui travaille à son propre compte. En chiffres, l'entreprise artisanale ici au pays, c'est plus de 11 000 établissements et puis 16 000 salariés. C'est vrai qu'on a souvent recours au service de ces artisans, notamment dans le secteur du bâtiment, avec tous ces métiers du genre artisan peintre, carreleur, maçon, etc. C'est vrai que, alors justement, pour aller dans le sens de ce que tu dis, il faut savoir qu'ici au pays, plus de 55% des entreprises artisanales, donc les entreprises individuelles et autres employant moins de 10 salariés, elles œuvrent dans ce secteur-là du bâtiment. Et en fait, elles font partie un petit peu du secteur artisanal dédié à la transformation. Mais ça, c'est du côté transformation. Mais à côté, on a tout ce qui est production artisanale. Et au niveau production artisanale, on se rend bien compte qu'on n'a pas grand-chose. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On n'a que 1800 entreprises artisanales. Et puis nous, dans notre chronique, c'est bien chez nous, on fait souvent référence à, un petit peu pour illustrer un petit peu ce manque-là, on fait souvent référence au métier d'artisan ébéniste, un métier qui n'y a pas beaucoup. Quand on se réfère, ou plutôt quand on s'informe auprès de la Chambre des métiers, tout ça, ils sont sur leur liste d'artisans. On n'a pas d'ébénistes ici au pays. C'est un petit peu... ça n'a pas de sens parce que ici, dans nos lycées professionnels, la filière menuiserie ébéniste, elle est encore proposée aux enfants du pays, du coup. Oui, tout à fait, voilà, c'est un peu paradoxal, parce que on a quand même un sacré stock de bois aussi qui est exploitable dans forêt, puis avec le climat qu'on a ici au pays, la filière bois, elle peut jouir là de bonnes conditions quand même pour mieux se développer. C'est vrai que, alors d'ailleurs, à côté de cette matière bois qui est exploitée dans les secteurs de production artisanale, on a aussi plusieurs autres matières telles que la pierre, que le tailleur de pierre va façonner, va exploiter. Il y a aussi les lapidaires qui mettent en valeur cette pierre, toutes les pierres qu'on trouve dans les carrières ou toutes les pierres qui ont été relevées pendant l'exploitation minière, tout ça. Toutes ces personnes-là, elles exploitent gratuitement ces matières-là qui leur sont offertes par la nature. Et puis, on a aussi d'autres matières un petit peu moins communes, connues, qui sont l'os, par exemple l'os de bétail ou la corne de bétail et la corne de cerf. Alors justement, Chloé, ce que je voulais aussi te dire, c'est que dans nos kiosques aujourd'hui, dans nos grands marchés communaux, dans nos petites boutiques de souvenirs, là, on a presque 90% des produits qui sont proposés aux Calédoniens et même aux touristes qui sont des produits importés. Je ne te parle pas des drapeaux brésiliens ou ces trucs étrangers, là, mais je te parle plutôt de nos flèches fêtières, de nos sculptures totems, de nos mini-chambroles, tout ça, même de nos nattes tressées. Tous ces produits-là qu'on croirait être fabriqués originaires, c'est ça. Mais en fait, la plupart, c'est des productions asiatiques. C'est vrai qu'en plus, dans un secteur de production destiné au tourisme, c'est quand même le comble que des objets qui symbolisent notre culture ils soient fabriqués à l'étranger. C'est vrai, Chloé. Alors le pays se dirige vers un statut de plus en plus autonome. Et puis, on se rend compte à travers cet aspect de l'artisanat du pays qu'on ne met pas assez en valeur les matières et puis le savoir-faire local, surtout, Chloé. Alors, justement, nous, dans notre petite rubrique C'est bien de chez nous, on essaie d'aller un petit peu à contresens, à un autre niveau, on essaie de changer un petit peu les choses. Alors, on a de la chance d'avoir une de notre collègue, Natacha Ogui, qui s'est rendue du côté de la Foi et qui a rencontré un artisan, un sculpteur. Et ce sculpteur-là, il exploite, il met en valeur justement la corne de cerf dont on a parlé. Et puis, je vous propose à voir à la maison qu'on regarde tout de suite ce petit reportage. Now and then I think
you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. Les cornes de cerf, soit c'est nous qui les trouvons à Watom, des fois c'est des copains qui travaillent dans des parcs à cerfs, ou sinon c'est la famille ou des amis qui trouvent comme ça au hasard des promenades et puis ils me ramènent. Je travaille sur la transmission de la culture kanak. Il y a une grosse partie de ça, c'est par rapport à l'histoire du pays, l'histoire de notre région ici, là, le pays Tchini. Il faut qu'il y ait un travail qui soit fait dans ce sens-là. Et je fais partie aussi, je suis membre du comité de gestion, c'est-à-dire la zone côtière ouest. On s'occupe de l'environnement, on fait de la sensibilisation auprès des gens. Et après, la sculpture, ça c'est un passe-temps. Je veux dire, c'est un passe-temps, puis là, c'est un passe-temps qui ramène de l'argent aussi. Je choisis la représentation que je vais donner à cette corne-là, c'est par rapport à la forme qu'elle a. Alors, par exemple, ici, là, on a une pointe là déjà. On peut la couper en deux et puis sortir un collier là. Et puis le reste, il va finir en pique à cheveux, des deux côtés. Il faut savoir qu'ici, on n'a pas d'école de sculpture. Donc, d'abord, la première chose qu'on utilise quand on est jeune ici à la tribu, c'est les yeux. Parce que j'ai regardé mon grand-père faire. Et puis c'était sans plus, quoi. Mais par la suite, quand j'ai commencé à toucher ces outils, quand lui il est parti, je travaillais comme ça là au feeling, mais j'ai vu que le niveau ne suivait pas. Donc c'est au contact d'autres artistes, notamment mon oncle Jean-Jacques Powi. C'est avec lui qu'il m'a donné les bases. J'ai pu travailler avec lui à Watom. Et voilà, ça a démarré comme ça. Mais après, c'est via les résidences qu'on fait entre artistes, les festivals. On en profite d'apprendre en regardant aussi les autres. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. C'est un peu par hasard que j'ai touché ça. Je voyais mon grand-père là où travaillait le bois, mais ici, là, à côté de la maison, il y avait un vieux monsieur européen. Lui était retraité de la mine et lui, il travaillait sur les carottes de mine. Donc dans la tête, ça a fait aussi ce déclic-là en disant qu'il n'y a pas que le bois dans la vie. Et un jour, par le fait du hasard, il y avait une des cornes de cerf qui traînait là. J'étais avec une meule, avec un disque en diamant monté dessus, on coupait du carrelage. J'ai commencé à couper pour passer le temps, j'ai coupé un coup la corne de cerf, j'ai vu que ça se coupait bien, puis j'ai dit, voilà, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai essayé de faire un petit chambranle comme ça, là, et j'ai vu que ça marquait bien, donc voilà, c'est ça le début. Ce que je vais faire maintenant que j'ai découpé la corne sur laquelle je vais travailler, le morceau de corne, je vais la nettoyer, je vais la poncer, je vais enlever toutes ces formes là qui sont en trop, tous ces défauts, on va dire. Les étapes pour travailler la corne de cerf, une fois que vous l'avez dans la main, c'est le nettoyage avec la meule. Et déjà, rien qu'en nettoyant avec la meule, on donne déjà la future forme. Et après, c'est la découpe. Une fois qu'on découpe, à l'intérieur, vous avez encore une autre matière qu'il faut enlever. Et après, c'est bon, c'est la création. Là. On part sur... c'est suivant l'humeur du moment. Puis, voilà. Les examens chez le pneumologue, ça va. Le truc que je néglige des fois, c'est le masque pour la poussière. Mais je travaille avec un gros ventilateur. Ça fait que tout part. Je fais de telle façon que tout part loin de moi. Il faut utiliser des lunettes protectrices. Parce que des fois, vous avez des petits accidents comme un disque de meule qui éclate. On peut ramasser des morceaux de disque dans les yeux, c'est dangereux. Les doigts aussi, il faut faire attention aux doigts. D'ailleurs, j'ai une petite trousse pour les pansements, là, c'est toujours à côté de moi parce que ça vient au niveau coupure. Mes mains, ils pourraient témoigner à ma place. Voilà. C'est des petits colis que tout le monde peut porter. Et je suis content, c'est parce que quand on est dans les endroits où on vend dans
dans les manifestations, tout ça, c'est toutes les ethnies qui viennent chercher ce collier. Donc ils s'approprient le style du pays, quoi. C'est ça qui est bien avec cette chose-là. Ça contribue modestement à voilà, la nation à devenir. Là. Je pense que sur un espace comme ça, là, il y a moyen de faire un cagou ou une tortue, mais je vais plutôt faire un cagou. L'appareil de base, c'est la meule normale, là. Et puis ben, vous avez les petites dremels qu'on trouve dans les magasins, tout ça. C'est les deux principaux outils, quoi. Les dremels, c'est un tout petit appareil qui a plusieurs fonctions. On peut couper avec, on peut percer, on peut graver. Voilà, il y a 280 outils qui se mettent au bout d'une dremel. Mais dans la corne de cerf, on va en utiliser que 5 ou 6, ça suffit. La prochaine étape, c'est... Voilà, là, on a dégrossi, parce qu'on va dégrossir avec la meule. Et puis ben maintenant, je vais prendre l'autre outil qu'il a, la petite fraise, là. Et puis je vais ajouter les tout petits détails pour bien mettre en relief les particularités du cagou là, de cette sculpture. Voilà. Ça, c'est la petite boîte où il y a tous les outils. Je vais choisir le disque. Le disque pour couper, c'est un disque en diamant. Voilà. Diamanté, ouais, c'est pas un disque en diamant, c'est un disque diamanté. Serré. Et on va attaquer. Il faut trouver la corne de cerf, la poncer, la découper. Une fois qu'on a la pièce prête à travailler dans la main, avec l'habitude, maintenant j'arrive à réduire le temps de travail à, on va dire, 10 minutes quand je prends mon temps. Et puis on va tomber à 4 minutes, 5 minutes s'il faut aller vite. Les difficultés que j'ai trouvées moi, dans mon parcours à moi, au niveau de cette corne de cerf, c'est du travail sur la corne de cerf, c'est qu'il n'y avait personne dans mon entourage, je ne connais personne qui travaille ça. Donc tous les outils, tout ce qui est technique, tout ça, là, il a fallu, enfin pas inventer, mais adapter, regarder le problème et puis essayer de réagir en fonction. Trouver des outils correspondant à ce qu'on voulait faire. Et puis, ben c'est l'expérience, après c'est le temps qui fait qu'on apprend des choses, des nouvelles, des choses qu'on met, des choses qu'on enlève. C'est la pratique au fait qui a été le professeur. Ben, la prochaine étape maintenant, ben, c'est juste passer un coup de vernis puis laisser sécher. C'est fini. Ben voilà, c'est pratiquement fini. Maintenant, il ne restera plus qu'à laisser sécher. J'ai fait un pic à cheveux et puis au bout, c'est un cagou, l'emblème du pays. Il faut savoir que le cerf, c'est une espèce envahissante, c'est un animal qui a été introduit. Donc je ne peux pas dire que ça a une signification particulière, la corne de cerf. Mais après, la forme de la chose qu'on donne, par exemple, quand on fait un chambranle ou quand on fait... des fois, je fais des petites sortes de sculptures qui terminent en hameçon. Et je donne une signification à ça. J'ai une explication qui va avec. Mais la matière, je ne donne pas d'explication spéciale pour la. Il faut savoir qu'une chose, c'est que le seul point commun qu'ils ont entre tous, c'est qu'ils sont tous différents. Par exemple, ici, là, vous avez cette forme du lézard avec le visage. Ça représente l'esprit du lézard. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la symbolique du visage. C'est cet esprit-là. Là, vous avez l'hameçon. Un thème que j'utilise souvent, l'hameçon, c'est pour dire que c'est pour attraper les mauvais sorts qui viennent vers vous. Puis c'est aussi pour dire que quand vous vous accrochez à quelque chose, vous ne lâchez pas la chose comme ça. Celui-là, c'est un lézard, vous pouvez le voir, mais il lui manque la patte avant et puis la patte arrière. C'est un peu la symbolique du pays Tini. C'est un pays qui a été blessé, qui a été spolié, mais qui vit toujours. Là, vous avez les entrées de cases, les chambranles. On va dire que c'est un peu comme des gardiens, des protecteurs. Après, vous avez des animaux, j'essaie des fois de sortir les animaux des légendes. Ça, c'est par exemple, c'est les poissons fantômes qui vivent en bas à l'embouchure de la rivière de la Foi. Des petits dérivés,
comme des flèches comme ça qui s'inspirent un peu de la flèche du Nord, mais qui n'est pas la flèche du Nord. Je ne reproduis jamais au fait exactement une flèche par respect pour l'appartenance au clan. Vous avez quoi? Ben, vous avez la tête des grands-pères, un peu le profil du vieux Ataï, toujours l'inspiration. Et puis ben, pour finir, je vais vous montrer la case. C'est la case un peu le symbole de la maison chez nous. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de personne, de partenaire pour travailler. J'ai quelques pistes là que je vais voir par la suite. Mais sinon, la plupart du temps, on est sur les marchés, ici dans la région de la Foix. On est dans les manifestations, voilà. Comme on part avec le groupe de danse un peu partout là, dans les festivals, et ben, on profite pour amener notre matériel et faire ce qu'on propose. Quoi. Et je sculpte pas sur commande. Je fais ça, je veux pas que ça devienne une obligation, un travail qu'on est obligé de faire. Je fais quand j'ai envie de le faire. C'est un style d'ici. On ne trouve pas ça dans les curios à Nouméa. C'est pas fabriqué par une machine. Voilà. Si vous avez quelque chose d'ici, c'est qu'à un moment de votre vie, dans la mienne, ben, c'est croisé quelque part. Alors Chloé, comme M. Ricardo Pouaoui, le sculpteur, le souligne dans ce reportage, il sculpte différents objets qui prennent un petit peu la forme de totems kanak, qui illustrent un petit peu, un peu les symboles de notre culture kanak, notre culture océanienne. Et il nous dit bien, ce monsieur-là, il nous dit bien que ces acheteurs, ce sont souvent des touristes, mais il y a un petit peu de touristes dans ces acheteurs, mais c'est plutôt les gens de passage du pays, quoi, des Kanaks, des Caldoches, ou toutes les autres personnes qui composent un petit peu le pays. Et ce qu'il y a d'important dans ce que cet artisan nous raconte, il nous dit que à son échelle, à sa petite échelle d'artisan, ce qu'il dit que dans le fait que tous ces gens-là qui sont issus de différentes origines achètent son collier qui est en forme de, je sais pas, qui est en forme de requin, ou qui est en forme de... Tu sais, tous ces petits totems à nous, là, qui représentent un petit peu nos vieux, qui représentent nos croyances. Le fait que ce soit des personnes d'origine différente qui achètent ça, ben, ça illustre bien le fait que voilà, la construction de l'identité du pays, eh ben, elle se fait un petit peu par là, quoi. Du coup, il soulève un petit peu le rôle, l'importance du rôle de l'artisanat local ici au pays. Voilà ce qu'on peut dire. Dans la construction de notre identité, super. Alors, un frein aussi à toute cette construction du pays, à cette projection, c'est qu'on ne met pas assez en avant justement les productions artisanales locales. On le répète, on l'a dit tout à l'heure, on est envahi de produits étrangers qu'on pourrait très bien réaliser ici chez nous. C'est vrai, Chloé. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est que d'un point de vue culturel et d'un point de vue socio-économique, comment on peut parler d'identité du pays si sur le marché ou si dans nos grandes surfaces, dans nos petites épiceries, on n'a quasiment pas de produits fabriqués localement à proposer à nos consommateurs. Alors là, c'est à travers ce reportage-là, on voit bien l'importance du rôle que jouent nos petits artisans, nos petits sculpteurs ou nos mamans qui tressent, là, parce que tout le monde de n'importe quelle origine qu'on en soit, on consomme ces produits-là. Mais le truc, c'est qu'on ne les met pas assez en valeur. Voilà, donc c'est l'intérêt aussi de ta chronique, Duke, c'est de mettre justement en lumière tous ces petits artisans qui participent à la construction de notre pays. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci Chloé et merci encore à vous à la maison de nous avoir suivis. Et nous, on rejoint Anna, on s'occupe de vous, c'est tout de suite. Bonjour Anna, et alors on commence cette semaine dans la gaieté puisque aujourd'hui tu vas nous parler du yoga du rire. Alors on avait vu déjà dans ta rubrique il y a déjà quelques temps de ça comment la pratique du yoga pouvait aider à se sentir mieux dans sa peau, mieux dans sa tête, et là on va voir que le rire peut aussi y contribuer. Bonjour Chloé et bonjour à tous. Donc avec le sourire, c'est vrai qu'aujourd'hui on est stressé, on vit vraiment avec du stress, on vit à 100 à l'heure, que ce soit dans la vie au quotidien, à la maison, dans le travail, que ce soit au travail, partout, voilà, on est constamment à 100 à l'heure et du coup, c'est pas sans conséquence. C'est sûr. Alors, on va peut-être faire un petit retour en histoire, comme à mon habitude. Allez. Alors, il faut savoir que le yoga, c'est relativement récent dans le monde occidental, mais il a été élaboré il y a
très longtemps de ça, donc en Inde, c'est depuis plusieurs millénaires. Hein, il n'y a pas de date précise pour attester de l'origine du yoga. C'est tellement ancien. Mais bon, on peut situer à peu près entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle. Et c'est à cette époque-là, que Patanjali, eh bien, c'est lui en fait qui codifie la philosophie du yoga et tout simplement, il a rédigé les Yoga Sutras. Alors, les Yoga Sutras, c'est un texte qui réfère un peu, c'est une synthèse, si on veut, de toutes les théories qui existent à l'époque. D'accord, et on a vu également qu'il existait plusieurs styles de yoga. Voilà, c'est ça, Chloé. Il y a des styles de yoga qui combinent en fait les postures, les exercices respiratoires et puis la méditation, tout ça d'une façon plus énergique ou plutôt douce, et puis ça peut être aussi d'une façon animée ou alors plus calme. Je vais peut-être citer quelques types de yoga pour les personnes qui ne connaissent pas forcément. Alors on va commencer par l'Anusara. Alors là c'est une nouvelle forme de yoga qui a été créée en fait en 1997 par John Friend. Ah, c'est récent. Et, oui, c'est assez récent. Et elle est présente aujourd'hui dans quand même près de 70 pays. Et donc, la philosophie de ce type de yoga, eh bien, c'est à la base de célébrer le cœur et de voir ce qui est bon, en fait, dans chaque personne et dans chaque chose. Voilà pour la philosophie de ce type de yoga. On a ensuite le Iyengar. Alors là, ce sont des cours disciplinés et rigoureux. Et là, on insiste en particulier sur l'alignement des membres et surtout de la colonne vertébrale. On a ensuite le Kripalu. Alors le Kripalu, là, c'est une danse du corps et de l'esprit et de l'énergie. Et là, on insiste sur les techniques respiratoires en particulier. Et ce type de yoga, eh bien, il favoriserait en particulier les systèmes cardiovasculaires, les systèmes aussi digestifs, nerveux. Voilà un peu pour ce type de yoga-là. On a ensuite, Chloé, le Vini Yoga. Alors là, ça se caractérise par l'intégration en fait du mouvement à la respiration et par un enseignement en fait qui est personnalisé à chaque individu. Voilà. Quelques exemples. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. La liste est on longue. ne peut pas tous les citer. Donc voilà un peu trois types de yoga. D'accord. Donc la liste est très longue. Quatre types de yoga. 4 même, pardon. Donc aujourd'hui, tu nous parles du yoga du rire. Alors le yoga du rire, ça existe depuis quand? Ça existe depuis longtemps, ça? Eh bien, c'est récent. Et pour le nom, il y a un nom en sanskrit. Alors, le yoga du rire en sanskrit, c'est le Asya Yoga. Et en fait, comme je disais, c'est récent. Ce n'est pas un yoga ancien ni traditionnel. C'est une création contemporaine. Et c'est une méthode qui a été développée par un médecin généraliste indien qui s'appelle Madan Kataria et accompagné par sa femme qui est, elle, professeure de yoga. Alors, selon eux, ce sont les inventeurs, alors selon eux, le yoga du rire, eh bien, il repose sur la thèse que l'action entraîne l'émotion. Alors tout simplement, l'idée est qu'il faudrait augmenter la production des endorphines dans le cerveau. Et comme on le sait, eh bien, les endorphines, ce sont les hormones du bonheur, tout simplement. D'accord, donc développer le rire comme une thérapie en quelque sorte. Voilà, Chloé, puisque on a démontré les vertus du rire sont bien réelles. Alors c'est une fonction qui est typiquement humaine. Les animaux ne rient pas. Donc ça favorise eh bien, le lien social, puisque le rire a un rôle social. Sûr, oui. Et on a démontré ainsi que l'humour est bénéfique sur notre corps. Mais on va voir tout ça. On va voir tout ça en images et en riant, puisque je t'invite à regarder le reportage de Mara Lourdes. Pour arriver à rire lors d'une séance de yoga du rire, il faut surtout suivre les consignes du docteur Kataria, c'est-à-dire se respecter, ne pas en faire plus que ce qu'on est capable de faire, respecter les personnes qui participent avec nous, ne pas se moquer, se regarder dans les yeux et donner le meilleur de soi-même, parce qu'on en a tous. Surtout ne pas parler pour éviter au mental d'intervenir durant la séance ou faire essentiellement du baragouin. Et la clé, c'est vraiment l'enthousiasme, de pratiquer avec enthousiasme, en sachant que même si vous faites 5 minutes par jour, vous allez en avoir un bénéfice pour toute votre journée. Alors, il y
y a plusieurs constatations. D'abord, on était un peu épuisé. Parce que dans une séance de yoga du rire, on donne énormément, on est entièrement en sueur, c'est assez exceptionnel, quoi, hein. On se donne vraiment beaucoup. Et après, on est apaisé et euphorique pendant plusieurs heures derrière. On entraîne tout le monde dans le rire, c'est les gens qu'on côtoie, même dans la rue et tout ça. Et si on rencontre des gens qui ont participé à la séance de yoga du rire, même 2 ou 3 jours après, on ne peut pas s'empêcher de rire en se voyant, quoi. Et le yoga du rire, c'est un concept unique qui a été inventé par le docteur Madan Kataria, en médecin indien, dans les années 1995, qui avait remarqué chez ses patients que ceux qui riaient souvent, ou plus que les autres, avaient une guérison qui se mettait en place assez rapidement et souvent très durablement. On ne dit pas qu'on soigne quelqu'un, loin de là, mais on permet nettement d'améliorer la santé par le yoga du rire. Le lien avec le yoga du rire et le yoga traditionnel, c'est la respiration. Le travail sur le souffle et des petits étirements et une prise aussi de conscience et de contact avec soi-même, avec son corps, retrouver des mouvements que des personnes, que ce soit en maison de retraite ou en entreprise, ne font plus beaucoup. Donc c'est vraiment le lien de s'unir à soi-même et aux autres et à mieux vivre en harmonie toute la journée avec notre entourage. Soufflez. Encore 2. Ça va énormément relâcher toute tension émotionnelle, mentale, physique et psychique aussi, puisque c'est un total lâcher-prise par des étirements doux et une respiration qui ressemble à la respiration de Kapalabhati pour ceux qui connaissent en yoga. L'animateur de yoga du rire ou le professeur de yoga du rire, son but c'est que tout le monde passe un agréable moment, qu'il en prenne des petites graines et qu'il continue de les planter à l'extérieur, dans son environnement, dans sa voiture quand il est en plein embouteillage, chez lui, quand quelque chose vous ennuie, vous allez apprendre des techniques, peut-être pour piétiner vos soucis ou pour vous nettoyer vos idées. C'est de donner des techniques pour que tout de suite le positif monte dans des situations qui ne sont pas toujours agréables. C'est pareil pour 2 groupes, regarde, c'est égal. 6, 7. Il y a moi, tiens. Voilà. Vous êtes les malades. Nous, oui, les malades. Nous, on est les infirmiers, on doit vous attraper pour vous faire une énorme piqûre. 1, 2, 3. C'est vraiment chacun un travail personnel. Je donne l'exercice comme dans une séance de posture. Je propose un exercice. Si vous le faites, vous en aurez des bénéfices. Si vous ne le faites pas, vous attendrez la séance prochaine. Ce matin, vous vous mettez sous votre douche et l'eau qui coule sur vous est hilarante. Alors, toute la séance va être rythmée par des O, O, A, 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 O, O, A, 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 qui peuvent être très différents. On peut se taper sur le corps, taper dans les mains de son voisin. Donc, on va activer les points d'acupuncture et vous allez sentir dès la première minute une nette amélioration de votre état. Et on termine toujours épuisé de rire avec une larme dans les yeux. Ouais. C'est très efficace, c'est une méthode, c'est une technique. Hein, c'est pas le fruit du hasard. Maintenant, vous allez vous asseoir en rond, assez proches les uns des autres, un petit cercle. Et vous laissez sortir vos rires. En dehors de la méditation du rire qui se passe assise, comme vous l'avez vu aujourd'hui, où on laisse le rire libre couler, à la fin, toujours prendre un petit temps pour soi, pour intégrer quelque chose de positif. Un temps pour permettre d'intégrer ce qui s'est passé, qui a été vraiment différent pour chaque personne.
Le yoga du rire transmet le message que si on participe à des séances de yoga du rire avec des personnes, il y a très peu de chances qu'après on ait envie de faire la guerre avec cette personne. Donc c'est plutôt un message de paix que le docteur Kataria espère propager dans le monde entier. Parce qu'il n'y a pas des centaines de clubs du rire, mais il y en a des milliers maintenant dans le monde entier. Voilà, et ben ça rigole bien. Même de regarder en fait le sujet, ça te C'est contagieux. Ça te fait, voilà, c'est contagieux et rien que ça, c'est déjà, ça donne déjà la pêche. Alors c'est vrai que d'ailleurs, de nombreuses études se sont penchées sur les vertus du rire. La liste des bienfaits est très très longue. L'humour pourrait donc, le rire pourrait réduire donc les sensations de douleur, booster donc le système immunitaire. Donc une très belle initiative de ce docteur indien, docteur Kataria. C'est ça. Voilà, prévenir les maladies cardiovasculaires, améliorer les fonctions cognitives, chasser le stress, bien sûr, le stress quotidien qui fait que s'accumuler, et puis les fonctions sociales du rire dont tu parlais tout à l'heure, qui facilitent donc les rapports avec les autres. On peut s'intégrer plus facilement à un groupe, comme elle disait, on n'a pas envie de faire la guerre avec quelqu'un avec qui on va au yoga du rire, c'est sûr. Et puis comme elle en parlait, des clubs du rire, voilà, ça existe. Donc des initiatives qui soulignent encore une fois, on peut même encore le rappeler, voilà, que le rire est essentiel dans l'équilibre émotionnel. Et puis d'ailleurs, notre cerveau, eh bien, tu sais, il ne pourrait même pas se passer de rire régulièrement. Et d'ailleurs, il y a une étude, des statistiques qui ont été faites, comme quoi au siècle dernier, on riait environ 15 minutes par jour. À l'heure d'aujourd'hui, Chloé, la durée de 15 minutes, elle est passée à 2 minutes. Ah oui, en effet. Voilà. Bon, après, ça dépend des gens, parce qu'il y en a qui rigolent bien. Oui, mais bon, statistiquement parlant, voilà, de 15 minutes au siècle dernier, maintenant, on ne rirait plus que 2 minutes par jour. Alors... faut pas se priver. Faut pas se priver, puisque c'est bénéfique. Bon, là, il y a des clubs du rire, c'est le terme employé dans le reportage, des clubs du rire pour des gens qui ont pas forcément, qui sont peut-être pas forcément d'un naturel optimiste, ou alors qui n'ont pas forcément l'occasion de rire dans la journée, parce qu'ils travaillent beaucoup. Parce que on parlait du stress. Ouais. Voilà, qui sont dans un milieu sérieux, ou qui n'ont pas forcément une vie facile. Là, c'est un moment vraiment où on se consacre dans la journée pour dire, bon là, je vais aller rire pendant 1 heure. C'est vraiment incroyable. Et puis ça marche, comme on l'a vu dans le reportage. Même nous, sur notre plateau, voilà, on a été, on va dire, contaminés, entre guillemets, par le rire de ces personnes. Donc pourquoi se priver ? Puisqu'on peut aller mieux comme ça. Donc vraiment, ne nous privons pas, rions sans modération. Voilà, un excellent remède antidéprime. Et puis merci beaucoup Anna de nous avoir fait rire un petit peu. On est là pour ça. Et puis on se retrouve jeudi. En riant peut-être. Merci. Alors quant à nous, on va rejoindre tout de suite, on va manger. Après avoir bien ri, on va manger pour le fin bon. Au menu d'NCTV aujourd'hui, de la volaille. Et c'est à Koumak que nous allons. Là-bas, un chef cuisinier, Henri Djewiné, nous propose sa recette de la cuisse de volaille farcie au foie gras. Maybe we could take a long walk. Maybe we could take a long walk. Maybe we could take a long walk. Maybe we could... Aujourd'hui, je vais vous préparer une cuisse de volaille farcie au foie gras et crevettes. Alors pour cette recette, on a besoin de bottes de persil, des œufs, des crevettes, de lardons, du foie gras, un demi-oignon ciselé, 3 gousses d'ail et des cœurs-dents. Pour commencer cette recette, on a besoin aussi des paires de gants. Tout d'abord, on va désosser la cuisse de volaille. Vous avez la cuisse de volaille entière, vous avez le haut de cuisse. On coupe, on suit l'os du haut de cuisse, on fait bien le contour. Avec notre doigt, on pince l'os et on fait passer le couteau d'office à l'intérieur. Si vous avez une jointure du os de cuisse, vous le sectionnez. Pour la cuisse, vous faites le contour de l'os.
et vous allez éplucher. Avec les minceurs, sectionnez l'os. Et vous reconstituez la cuisse. Maintenant, on va passer à la farce. Prenez le haut de cuisse, vous le coupez en petits dés. Là, vous le mixez. Ensuite, vous incorporez l'ail, les oignons, un petit peu de fleur de sel, du poivre. Vous prenez le foie gras, vous le coupez en petits dés. Vous prenez les crevettes. Il faut hacher au couteau. Vous prenez du bacon. Vous l'émincez très fin. Et vous incorporez l'œuf. Vous mélangez. Après, vous prenez la botte de persil. Vous le hachez finement. Vous le mélangez. La farce est prête. Vous prenez la poche à douille. Poche jetable. Vous mettez la farce à l'intérieur. Vous prenez la cuisse avec la poche à douille, vous allez pénétrer à l'intérieur et vous farcez. Vous avez des cure-dents, vous enveloppez la cuisse. Maintenant, on part à la cuisson. La cuisse de volaille, c'est 35 minutes de cuisson par vapeur. L'intérieur. En attendant la cuisson, je préparer ma sauce. C'est une crème de tomate au soyo et zérès. Alors, on a besoin de demi-oignon, une tomate, une botte de basilic, du vinaigre de zérès, du sucre roux, soyo, du concentré de tomate et de la crème. Pour commencer, vous prenez un petit peu d'huile d'olive. Faites cuire les oignons. Vous rajoutez la tomate, la botte de basilic, le sucre roux, du poivre, le vinaigre de zérès, le concentré de tomate, le soyo, et là vous laissez réduire à sec. Maintenant vous incorporez la crème. Et maintenant je vais passer la sauce au chinois étamine. La sauce est prête, on le réserve au bain-marie. Donc je vais faire dorer un peu la cuisse de volaille. Prenez votre cuisse, vous prenez un couteau qui coupe bien et vous le tranchez. Vous prenez la cuisse, vous le dressez. Et ensuite, pour la décoration, j'ai besoin des chips de banane et des feuilles de manioc frites. Et on termine avec de l'huile de piment d'Espelette. Et voilà la cuisse de volaille farcie au foie gras et crevettes.
calédonienne. Alors on parle théâtre aujourd'hui, donc c'est un art qui est bien installé sur les scènes calédoniennes depuis plusieurs années maintenant, à travers des créations locales qui sont mises en œuvre par des compagnies locales comme Tchéboué, la troupe de Pierre Gop, ou encore Pacifique et compagnie, pour ne citer que, puisqu'il y en a encore plein d'autres. À quoi est-ce qu'on s'intéresse aujourd'hui plus particulièrement ? Alors bonjour Chloé et bonjour à vous fidèles téléspectateurs. Alors on s'intéresse aujourd'hui à l'enseignement justement. Alors il faut savoir que dans les grandes villes, effectivement, tout ce qui tourne autour de l'art dramatique donc, est enseigné dans des écoles qui sont spécialisées, telles que les écoles nationales ou les écoles supérieures donc d'art dramatique. Mais au pays, il est quand même possible donc de suivre des cours soit particuliers, soit collectifs, dans donc les lieux qui sont dédiés en fait à la culture. C'est vrai que réussir à entrer dans la peau d'un personnage, trouver le ton juste au moment de l'interprétation, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Eh bien non, c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe donc des techniques voilà, justement. Il faut apprendre, c'est pas inné. Exactement. On peut avoir des prédispositions, mais il y a quand même des techniques, il faut travailler en fait pour y arriver, ça c'est certain. Et pour devenir bon comédien, voilà, il faut donc bien évidemment être assidu, travailler énormément, et puis si on commence dès son plus jeune âge, c'est pas plus mal aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans le reportage qui va suivre. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le théâtre, c'est avant tout un loisir, Chloé. Voilà, et quand on est enfant, puisque tu parlais de commencer jeune, c'est important d'avoir des loisirs. Ah bah oui, je suis d'accord avec toi, parce qu'effectivement, un loisir, c'est quand même une activité qui est très positive, voilà, que l'on effectue durant son temps libre, et puis ça contribue justement à nous apporter de la joie au cœur, tout simplement. Oui, ça ouvre l'esprit, ça permet, ça épanouit, ça permet aux enfants aussi de sortir la tête des ordinateurs et des tablettes qui ont tendance plutôt à isoler l'individu dans sa petite bulle, quoi. Tout à fait, Chloé, et c'est justement ces appareils-là, ils ont tendance justement à remplacer le contact humain, tu le dis, et puis à oublier justement que l'on peut faire autre chose avec l'autre. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, exactement. Et donc avoir justement un loisir permet donc déjà de faire des rencontres, rencontrer des nouveaux amis, de nouvelles personnes, et puis on apprend aussi à être avec l'autre, à être à son écoute, bref, à découvrir l'autre. Donc ça, c'est quand même très intéressant de découvrir. On est d'accord, Chloé? Oui, tout à fait. Ensuite, on peut très bien avoir des loisirs en famille. Ça aussi, c'est génial, puisque ça renforce justement le lien familial, voilà, et puis la cellule familiale, en résumé. Donc on peut faire de la marche, on peut faire du sport, on peut faire quoi d'autre encore? On peut lire aussi, c'est aussi une activité, je dirais, divertissante que l'on peut aussi faire en famille. Ensuite, il faut dire quand même que les loisirs participent aussi à la santé, voilà, puisque grâce aux loisirs, on va dire qu'on entretient notre santé mentale, notre santé émotionnelle et puis tout simplement notre santé physique. Et puis à travers un loisir, on peut également se découvrir une passion, vivre une expérience en groupe, tu le disais, et puis ça aussi développe l'esprit de compétition par exemple, ou encore ça participe à des actions de solidarité. Exactement, et puis je voulais aussi ajouter que le loisir favorise aussi l'estime de soi, puisqu'on se rend compte qu'on est capable de faire des choses, et puis en même temps ça aide à déstresser, et puis bref, ça nous influence positivement quand même pour l'ensemble de notre vie. D'accord, donc ça favorise la confiance en soi, confiance en soi. Oui. Et puis au théâtre, j'imagine aussi que quand on apprend à passer d'une émotion à une autre, ça doit parfois donner lieu à de sacrés fous rires, non? Ça c'est certain, parce que tu imagines bien que garder son sérieux lorsque l'on passe du rire aux larmes, ou bien lorsque l'on passe de la joie à la colère, voilà, ça doit créer des situations assez cocasses, ça c'est sûr, et c'est là toute la difficulté justement, puisqu'il faut être crédible et que le public croit justement dans le personnage que l'on est en train d'interpréter. Alors on dit effectivement dans ces cas-là qu'on apprend en fait à donner une couleur en fait à un texte en y mettant, si tu veux, une énergie différentes. D'accord, donc on dit que le théâtre apporte beaucoup en fait à l'accomplissement de soi, c'est vrai tout ça? Eh bien écoute, oui, puisque en fait en jouant la comédie en quelque sorte, les professionnels le disent et le reconnaissent, le jeune il se découvre, il se teste aussi, il repousse ses limites, pas évident de rentrer dans la peau d'un personnage, et plus on travaille et plus on est récompensé. Ça aussi c'est une belle satisfaction personnelle, donc ça confirme aussi le fait que lorsque l'on veut, on peut. Et puis, tous les efforts
paye à un moment donné dans la vie. Hein. Mais je n'en dis pas plus parce que Océane Zobler, tu sais qu'elle s'est rendue du côté de Koumak justement à la rencontre de jeunes qui donc ont intégré un cours de théâtre qui est donc proposé par l'AFMI. Hein. Donc on va regarder de suite son reportage. C'est parti. Le théâtre est, au-delà d'un art, une thérapie qui permet à l'enfant, même à l'adulte, de s'épanouir, de prendre confiance en eux, de pouvoir améliorer leur élocution. C'est que du positif. Là, Meki va se changer, va prendre son goûter et il est parti pour 2 heures de théâtre à partir de 4h30. Il est content d'y aller, oui et non, il est un petit peu contraint et forcé d'y aller pour l'instant parce que c'est encore difficile pour lui. Il a peur du regard des autres, il a peur de s'exposer, de parler devant les autres. Donc quand il revient, oui, on voit qu'il est content d'y avoir été en tout cas. Pour l'instant, à chaque fois qu'il faut y aller, c'est encore un peu difficile pour lui. Ça fait 2 mois qu'il est inscrit et c'est tout nouveau, quoi. Je trouve ça très bien qu'il propose ce genre de petites choses pour les enfants parce que je trouve que c'est très enrichissant en fait. Particulièrement pour mon fils qui est plutôt réservé et timide, pour moi c'est un bon moyen de pouvoir passer par-dessus. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. J'ai eu assisté à des ateliers au collège, pendant toute ma scolarité de collège, avec un de mes professeurs, Nicole Perrier. Et je peux dire que ça a été bénéfique parce que j'étais une enfant très timide et qui a appris à s'exprimer et à pouvoir aller vers les autres grâce au théâtre. Donc je pense que cet art est essentiel. C'est une activité débutante. La première des choses, c'est que nous avons une salle magnifique en fait, qui nous permet de travailler sur un plateau. Beaucoup de professionnels rêveraient d'avoir un plateau comme celui-là pour pouvoir travailler. Alors ce qui est décor, objets, accessoires de scène, tout ça, on n'a pas encore grand-chose. Mais c'est une activité qui se développera sur plusieurs années. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'll let you have it. Bonjour, nous sommes les élèves de la classe théâtre de Koumak. Nous sommes heureux, très heureux d'être ici, avec vous. Il y a donc au départ un échauffement physique, échauffement oral. Ensuite on passe à des jeux individuels, des jeux collectifs qui me permettent en fait de pouvoir trouver chez eux un point de rencontre en vue de peut-être favoriser l'émergence d'un groupe. Après on passe aussi donc à des improvisations. Et puis, on va bien sûr travailler le texte. Donc, le but du jeu, c'est que je puisse leur proposer quelques petites pièces de théâtre, qu'on puisse en discuter, lire un peu les intitulés et leur laisser le choix de choisir en fait quelle est la pièce de théâtre qu'ils aimeraient présenter en fin d'année. Ici, il y a la table avec les magazines. Là, il y a les chaises pour s'asseoir, patienter. Quand vous vous présentez à la porte ici, vous venez avec l'idée d'un personnage. Elle est vide, cette salle! Ah, mais vous étiez là, j'avais pas vu! J'essaie de transmettre en fait un savoir que moi j'ai collecté auprès de nombreux stages, de nombreux metteurs en scène, de différentes formations. Donc j'ai une transmission
un peu patchwork en fait, de toutes ces sources que je suis allé prendre à droite à gauche tout au long de mes années de formation. Dans un second temps, mon rôle, ce sera peut-être de développer cette activité théâtre en fait sur la province nord, notamment autour de Koumak, que ce soit sur Calagomène, Ouégoua, Poum et ses environs. Je sens bien en les regardant et quand ils sont face à moi que ça pétille d'envie et d'énergie et de malice dans leurs yeux. Donc ils me montrent par là qu'ils ont trouvé un grand intérêt en fait à pouvoir se promener sur un plateau. Un musicien jouera avec un instrument. L'acteur il joue avec ce qu'il est. Donc quand on travaille le théâtre, je pense qu'on développe en fait des capacités personnelles à pouvoir s'inscrire au théâtre dans un projet de groupe, dans une dynamique de groupe. J'aime bien le théâtre, il y a des moments où c'est un peu dur de monter sur la scène, je suis un peu timide. Pendant le théâtre, je m'amuse, je suis content quand je rentre et aussi quand je sors. J'aimerais bien faire un spectacle pour que les parents ils puissent voir un peu qu'est-ce qu'on a fait durant l'année. J'adore le théâtre, on peut faire ce qu'on veut, mais on apprend beaucoup de choses qu'on n'avait pas appris avant. Par exemple, j'ai appris des jeux que je ne connaissais pas. Ouais, aujourd'hui on est filmé, on va bien s'amuser. Je fais déjà les échauffements, je fais des improvisations. On apprend aussi l'échange, on apprend la responsabilité, quel que soit le rôle que l'on tient dans une pièce. On peut, je pense, dire qu'il n'y a pas de plus important. Même le petit rôle, s'il est absent le jour de la représentation, c'est toute la pièce qui capote et puis c'est toute l'équipe en fait qui se sent un petit peu démunie parce que incomplète. Donc on apprend, je pense, des valeurs universelles, des valeurs sociétales, humaines. On apprend bien sûr donc l'expression orale, comment engager sa parole face à un public. Aujourd'hui on est filmé, on va s'amuser. Cache ta joie. Aujourd'hui on est filmé, on va bien s'amuser. Aujourd'hui on est filmé et on va bien s'amuser. C'est pas du tout une chose naturelle que de parler devant un grand nombre de personnes. On prend beaucoup de risques dans ces cas-là. Donc peut-être qu'on vient chercher aussi une espèce de confiance en soi. On peut dire que le développement de cet art, c'est aussi aider la jeunesse à apprendre à s'aimer, parce qu'on se rend compte que la jeunesse du pays a de plus en plus de mal à aimer la vie. Donc voilà, c'est un de nos combats. Ça fait partie, dans l'art et la culture, le théâtre, c'est le développement de soi, et surtout chez l'enfance qui est l'avenir du pays. Voilà, donc on a peut-être des graines de comédiens professionnels dans ce petit groupe de jeunes. Ben oui, va savoir, on l'espère en tout cas. Hein. Alors j'imagine qu'il faut un certain temps quand même avant de pouvoir effectuer des performances, on va dire. Oui, bien sûr, hein, comme dans toute chose, il faut être régulier. Hein, et puis pour être bon, on le disait déjà un petit peu tout à l'heure, mais bon, voilà, il faut quand même aussi faire preuve d'assiduité. Ça, c'est super important. Et puis ensuite, ce qu'il y a de bien, si tu veux, dans le théâtre, hein, c'est que le groupe compte en fait. Hein, donc on s'appuie bien évidemment sur une troupe de comédiens, hein, parce que justement, on dépend les uns des autres, hein, lorsqu'on veut jouer sur scène. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les métiers qu'on peut retrouver justement dans ce secteur artistique, en dehors des comédiens, enfin, aux côtés des comédiens, il y a d'autres métiers, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y en a une multitude. Chloé, c'est assez impressionnant en fait. Hein. On retrouve donc bien évidemment les auteurs. Il y a donc le metteur en scène qui, lui, est quand même, on va dire, une personne clé hein, de toute cette aventure scénique, hein, puisque en fait, c'est lui qui va choisir les comédiens. C'est lui souvent qui est à l'origine du projet. Il s'occupe aussi de la mise en scène des lumières. Il va également gérer
gérer la partie artistique. Et puis, il travaille en équipe. Donc, dans son équipe, on va retrouver, si tu veux, le scénographe, le costumier, celui qui va également s'occuper des lumières, donc l'éclairagiste, l'accessoiriste aussi, celui qui s'occupe de tous les accessoires donc pour réaliser le décor. Donc, tu vois, beaucoup de monde dans le cadre de ce secteur-là, quoi. Alors, si nos graines de comédiens veulent aller plus loin, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Avant tout, l'important, c'est d'être déterminé. Puisqu'on le sait, beaucoup de prétendants, mais très peu d'élus. Voilà. Alors, pour devenir comédien, voilà, pour ceux qui veulent tenter leur chance, il y a plusieurs formations, si tu veux, qui sont possibles. Il y a donc la voie universitaire, mais pour ça, il faudra bien évidemment bien s'informer avant de choisir. Alors justement, quels sont les cursus à observer? Alors, à l'université, il faut savoir donc il y a une licence art du spectacle qui est donc proposée, puis il y a aussi une licence professionnelle activité culturelle donc et artistique, avec une petite option encadrement d'ateliers donc de pratiques théâtrales. Mais bien évidemment, il faut quand même noter que c'est surtout des formations théoriques. Il n'y a pas vraiment d'enseignement en fait de l'art dramatique. C'est bizarre. Bah écoute, on est quand même dans une formation universitaire. Donc ceci explique cela, je pense. Ensuite, du côté des écoles publiques, si tu veux, qui sont donc reconnues par le ministère de la Culture, une notion très importante, cette reconnaissance. Il faut savoir que la sélection, elle est très draconienne. Donc il faut être, il faut sortir du lot, on va dire ça comme ça. On peut bien évidemment intégrer, si tu veux, ce type d'école après le bac ou après un bac +2. Alors, il y en a des très prestigieuses que l'on va citer, Chloé, pour que nos chers téléspectateurs fassent des petites recherches s'ils le souhaitent. On a donc le Conservatoire national donc supérieur d'art dramatique. On a donc l'école supérieure d'art dramatique de Strasbourg, l'école régionale du côté de Cannes et puis l'école supérieure de théâtre, donc Bordeaux-Aquitaine. Et il n'y a pas d'école qui couvre l'ensemble des métiers du théâtre? Si. Très bonne, on va dire, réaction, Chloé. Si, il y a donc une école, si tu veux, du côté de Lyon, qui s'appelle l'École nationale supérieure donc, des arts et techniques du théâtre. Et donc, voilà, au sein de cette école-là, on apprend plusieurs métiers. Bien évidemment, celui de comédien, mais aussi celui d'administrateur, celui qui va gérer, si tu veux, la structure. Exactement, il faut gérer, parce que tout ça, bien évidemment, a un coût. Donc, il faut quand même équilibrer les budgets. Le chargé de production aussi peut être, formé dans ce type d'école-là, le chargé de diffusion, il faut faire de la communication aussi lorsqu'on est dans ce secteur culturel, le directeur artistique aussi, c'est un métier que l'on peut apprendre au sein de cette école, celui de régisseur. Alors le régisseur, figure-toi, c'est celui qui s'occupe du décor. Voilà, il y a donc un régisseur général et puis un régisseur lumière et puis un régisseur son. D'accord. Et puis il y a aussi toutes ces grandes écoles de renom que certains comédiens ou grands acteurs ont fait comme ont fait. Les écoles? Oui, c'est ça en fait. Vas-y, donne-nous des exemples. Alors, des grandes écoles de renom? Eh bien oui, je pense que tu les connais. Ce sont donc des écoles privées. Il y a donc les cours Florent, les fameux. Il y a donc même un site internet si on veut justement savoir ce que propose l'école. Coursflorent.fr. Ensuite, il y a les cours Simon. Voilà, qui sont c'est le cours Florent, le cours. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est au singulier. Merci Chloé. Même si j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs cours, c'est sûr. Oui, ça c'est certain, d'autant plus que le cours Florent justement est proposé donc à Paris, à Montpellier, mais aussi du côté de Bruxelles. Voilà, donc ça c'est bien aussi, ça donne d'autres perspectives pour ceux qui souhaitent intégrer, on va dire, ce type d'école. La durée est de 3 ans, il faut savoir que bien évidemment il faut payer. Voilà, chaque année il faut payer ça peut pas être donné, un certain montant. Alors dans les écoles privées, il faut savoir que le coût il est à partir de 3 000 €, ce qui fait à peu près 320 000 francs CFP pour nous. Donc il faut avoir une belle petite enveloppe ou être accompagné de ses parents. Voilà. Et puis la sélection, elle est aussi assez draconienne puisqu'elle se fait donc sur audition. D'accord, très bien. Est-ce que tu aurais éventuellement des contacts à nous donner, enfin des contacts, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations? Ah bien sûr, parce qu'il y en a énormément, il y a énormément d'établissements qui proposent des choses, on a même oublié de parler des conservatoires, tu vois, qui proposent aussi des classes d'art dramatique, donc là aussi on a pas mal partout en France, et puis l'admission elle se fait sur concours, donc tu imagines que il vaut mieux effectivement diriger nos chers téléspectateurs qui seraient intéressés, ne serait-ce que par curiosité, de voir comment ça se passe justement en métropole. Et vous allez donc sur le site de l'ONICEP, il s'agit donc de lonicep.fr, et puis il y en a un deuxième, Chloé, un autre site, justement une adresse à donner qui est intéressante, cnt.asso.fr. D'accord, très bien, merci pour toutes ces infos Marie-Hélène. Avec grand plaisir, au revoir. Mais
Marie-Hélène, il me semble que c'est la fin de cette émission. Eh oui. Orage, désespoir. Je pense que je devrais m'inscrire. Je pense aussi que tu as des prédispositions. À mon avis, je suis faite Une pour carrière commence. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain.